À mon tour. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la Société marocaine de nutrition et principalement professeur Bour pour son invitation et aussi professeur Déby pour sa confiance. Donc, je fais également partie de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, particulièrement la faculté des sciences et techniques de santé. Et puis, je fais partie du club qui a été récemment inauguré par professeur Déby et qui porte justement sur l'intérêt du développement précoce de l'enfant et aussi l'impact de la nutrition dans ce développement précoce de l'enfant. Donc aujourd'hui, je vais vous communiquer ma présentation sur la carence en fer et l'anémie ferriprive et puis son impact sur le développement précoce de l'enfant. Donc le fer, comme nous le savons tous, est un oligoélément important qui rentre dans la constitution de plusieurs molécules biologiques, donc notamment principalement l'hémoglobine, comme vous pouvez le voir donc, ici affiché. Donc, il se lie à l'hème, qui est un constituant important de l'hémoglobine, qui elle-même est un constituant des globules rouges. Nous le trouvons également dans de nombreuses molécules de type myoglobine des muscles, mais aussi dans plusieurs réactions enzymatiques qui interviennent dans les processus de respiration cellulaire. Donc, le métabolisme de fer se déroule sous plusieurs étapes, allant de l'absorption jusqu'au transport, l'utilisation, le stockage, la régulation, le recyclage et enfin l'élimination de ce fer ainsi recyclé. Donc, la première étape, c'est bien l'absorption. Donc, le fer, il est apporté à l'organisme via l'intestin. Il passe ensuite dans le système de transport de la circulation sanguine, où il va donc rencontrer la transférine, donc ici représenté. Donc ensuite, il va rejoindre le sang et là où il va, c'est au niveau du sang qui va être utilisé principalement pour la production et la synthèse des globules rouges qui constituent donc à peu près 44% du volume sanguin total. Donc ce fer, il est stocké principalement au niveau de la moelle osseuse, du foie et de la rate. Donc en fait, ce fer, pour ce fer justement, il se lie à la ferritine et cette ferritine constitue finalement, le taux de la ferritine, il est important puisque la ferritine, on est d'accord, elle est principalement présente au niveau intracellulaire, mais son taux au niveau sérique reste quand même un bon marqueur du taux de fer total présent dans l'organisme. Donc chez un individu en bonne santé, nous trouvons le fer stocké à raison de 20 à 30% sous forme de ferritine, 9% sous forme de fer fonctionnel au niveau du cerveau, et puis 60% stocké sous forme de fer héminique dans les globules rouges. Donc ce fer est ensuite régulé principalement par une hormone qu'on trouve dans le foie, qui s'appelle l'hepcidine, qui régule justement la libération de ce fer ainsi stocké et son absorption dans l'organisme. Le foie et la rate sont responsables de la synthèse d'à peu près 2 millions de globules rouges par seconde qu'ils détruisent ensuite dans les 120 jours qui suivent. Alors, il n'y a pas de processus actif principal qui permet d'éliminer ces globules rouges ainsi détruites. Seulement, donc, par contre, ces globules rouges vont être perdus à travers les cellules de la peau et des muqueuses petit à petit. Donc, cette carence en fer qui constitue finalement un manque ou une quantité insuffisante de fer au niveau de l'organisme conduit à ce qu'on appelle donc l'anémie. Et cette anémie est l'une des pathologies les plus fréquentes au niveau mondial. Elle dépasse le 1 milliard d'individus concernés au niveau mondial. Et le plus souvent, elle est associée à une perte excessive de sang. Donc, comme vous pouvez le voir ici donc, sur la diapo projetée, on voit déjà entre un individu sain et un individu qui souffre d'une anémie, le nombre de globules rouges est bien plus faible chez un individu qui souffre d'une anémie par rapport à une personne saine. Donc, qu'en est-il maintenant de l'anémie ferriprive? L'anémie ferriprive représente la forme la plus fréquente des anémies. Elle survient en raison d'une carence de fer et elle est souvent associée à des phases les plus graves, aux phases les plus graves de carence en fer. Elle affecte toutes les tranches d'âge, donc elle concerne les nourrissons, mais aussi les personnes âgées et on la trouve partout dans le monde, enfin dans tous les pays, qui soient non développés, en cours de développement, voie de développement ou carrément développés. Et en général, cette anémie ferriprive est caractérisée par un taux d'hémoglobine qui reste inférieur à 110 grammes par litre et une mesure assez médiocre en termes de bilan de fer. Donc pourquoi maintenant les enfants restent les plus vulnérables à cette
anémie fériprive. Donc en effet, la cause de l'anémie fériprive chez les jeunes enfants est multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire à cette anémie fériprive. Par contre, il y a un facteur important qui reste quand même le plus contributif, c'est une consommation d'aliments à faible teneur et biodisponibilité en fer. Des études ont montré chez des nourrissons qui sont nés prématurément et des nourrissons qui sont nés à terme, qu'en fait chez les nourrissons qui sont nés à terme, ceux-là ils ont des réserves en fer assez suffisantes qui respectent leurs besoins et qui peuvent subvenir donc à leurs besoins jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Et l'anémie fériprive ne peut se déclarer chez ces nourrissons-là qu'à partir du 9e mois, par rapport aux nourrissons qui sont nés prématurément, qui eux sont nés déjà avec un poids de naissance beaucoup plus faible et donc des réserves en fer plus basses automatiquement. Et donc, chez ces nourrissons-là, l'anémie fériprive se déclare en amont, bien à l'avance par rapport aux nourrissons qui sont nés à terme. Donc, également, les études ont montré que c'est bien avant l'âge de 24 mois, avant l'âge de 2 ans, que les enfants sont plus vulnérables à cette carence en fer en raison de leur croissance rapide et aussi par rapport à un apport insuffisant en aliments riches en fer d'origine alimentaire. Donc le risque de cette carence en fer diminue après l'âge de 2 ans puisque le taux de croissance des enfants diminue également et puis le régime alimentaire de ces enfants devient aussi plus diversifié puisqu'on commence à introduire des aliments semi-solides et solides à ces enfants-là. Après l'âge de 36 mois, le fer d'origine alimentaire en général et le bilan de fer restent quand même suffisants, sauf si l'enfant en ce moment-là est trouvé face à un accès limité en aliments riches en fer ou alors s'il a des troubles médicaux qui peuvent influencer ce bilan en fer suite par exemple à des infections parasitaires. Donc, il y a eu tellement d'études qui ont voulu explorer cette association entre carence en fer et développement de l'enfant. Et les chercheurs ont d'abord commencé par faire des études animales chez des jeunes rats carencés et pour justement explorer l'impact de cette carence en fer au niveau du cerveau de ces rats avant de l'entamer justement chez les enfants. Donc ils ont constaté qu'en fait cette carence en fer entraîne d'abord une diminution de la myéline qui est impliquée dans la vitesse de transmission nerveuse, des altérations au niveau de la morphologie et aussi du métabolisme cellulaire qu'on trouve dans le cerveau, une baisse de la croissance dendritique et une baisse de la formation et l'arborisation des synapses. Tout ça en fait était en faveur finalement d'altérations morphologiques importantes au niveau de l'hippocampe, ce qui altère le développement de la mémoire. De la même manière, il y a eu des modifications au niveau de certains neurométabolites, au niveau des noyaux gris centraux, donc ce qui altère aussi les processus émotionnels, mais aussi toutes les fonctions motrices et cognitives supérieures au niveau du cerveau de ces rats, et également une altération au niveau de certains neurotransmetteurs de type dopamine, sérotonine et noradrénaline, puisque les enzymes qui sont dépendantes dans l'activité et dépendantes du fer, suite à une carence en fer, leur activité est altérée et donc ce qui affecte également les processus de synthèse et de régulation de ces neurotransmetteurs. Donc, en parallèle, ces chercheurs ont voulu également explorer le développement de cerveau, cette fois-ci chez les nourrissons et les enfants, en menant des mesures des potentiels par variation transitoire des activités électriques du cerveau en réponse à différentes formes de stimuli. Donc, d'abord, ils ont observé qu'en fait, chez les nourrissons qui souffrent d'une anémie fériprive et qui avaient été soumis à des activités de concentration et de mémorisation, ils présentent une réactivité beaucoup plus retardée par rapport à des nourrissons sains. De la même manière, suite à des réponses à des stimuli auditifs, la réponse chez les nourrissons qui souffrent d'anémie fériprive était plus allongée chez ces nourrissons-là. Et cette réponse-là avait été améliorée jusqu'à un facteur 12 une fois une complémentation en fer avait été administrée chez ces nourrissons-là. Donc c'était bien dû à cette carence en fer. La réponse également à des stimuli visuels avait montré des temps de latence beaucoup plus lents, plus importants sur des potentiels visuels chez les enfants de 3 à 5 ans qui avaient eu une anémie fériprive quand ils étaient nourrissons.
Et le profil de l'électroencéphalogramme semble être anormal également chez les nourrissons et enfants en âge scolaire qui souffrent d'une anémie fériprive après stimulation cognitive. Seulement après complémentation en fer, l'amélioration de l'électroencéphalogramme avait été constatée chez certains enfants, mais pas du tout chez les nourrissons. Le sommeil également semble être altéré suite à cette anémie fériprive chez les nourrissons. Donc, les chercheurs se sont également intéressés au comportement des nourrissons et des enfants qui souffrent d'anémie fériprive. Ils ont constaté en fait que les nourrissons souffrant d'une anémie fériprive comparés à ceux qui n'ont pas du tout d'anémie, étaient beaucoup plus craintifs, plus tendus, réservés, moins sensibles et moins coopératifs et moins joueurs. Et manquent également d'attention par rapport aux nourrissons non anémiques. Des études aussi d'observation qui ont été menées à domicile chez les enfants qui souffrent d'anémie fériprive montrent que ces enfants-là explorent moins leur environnement, restent près de leur mère, donc ils sont beaucoup plus craintifs, sont plus prudents, fatigables, irritables, et ils ont tendance à moins jouer de façon interactive avec les objets. La plupart de ces comportements n'ont pas été forcément améliorés une fois une complémentation en fer avait été administrée. De la même manière, les chercheurs se sont intéressés à l'impact que pourrait avoir cette carence en fer sur la cognition de l'enfant. Et il a été montré que ces enfants souffrent en fait de légers troubles cognitifs en âge scolaire. Il n'y avait pas forcément de différence en termes de tests de lecture. Par contre, 65% d'enfants qui étaient anciennement anémiés, c'est-à-dire qui avaient eu une anémie fériprive dans leur jeune âge, principalement pendant qu'ils étaient nourrissants, continuent à présenter des troubles cognitifs globaux, même à l'âge de 19 ans, par rapport à ceux qui n'ont jamais été anémiés quand ils étaient nourrissons. Alors ces troubles, finalement, seraient une conséquence à long terme de cette carence en fer au niveau du système dopaminergique de l'hippocampe. Alors, juste pour conclure, ce fer reste quand même essentiel pour le développement normal du cerveau, puisqu'il joue un rôle bien important dans les processus de myélinisation et de transmission de l'information. Il est impliqué également dans la modification du comportement des enfants, puisqu'il est responsable de ce qu'on appelle l'isolement fonctionnel. Donc, les enfants ils sont beaucoup plus craintifs, tendus, moins joueurs, moins attentionnés. Et il est aussi impliqué dans les troubles cognitifs chez les enfants. Donc pour remédier en quelque sorte à cette carence en fer, une diversification alimentaire reste quand même importante puisque ça constitue une étape cruciale pour le bon développement de l'enfant, commençant en général à partir de l'âge de 6 mois et consistant à apporter des aliments semi-solides, puis solides de type poisson, viande, œufs, légumineuses, en plus du lait maternel, comme viennent de dire donc les conférenciers précédents, qui reste quand même hyper important pour le développement précoce de l'enfant. Donc une association entre aliments diversifiés et lait maternel pourrait finalement jouer un rôle important pour remédier à cette carence en fer. Et je vous remercie de votre attention.